cycle du 27 au 31 qui est consacré ce matin aux apps mobiles et à l'open data. Je vais en dire un mot dans un instant. C'est un petit déjeuner qui a une particularité par rapport à nos précédents. C'est qu'il est, je dirais, un petit déjeuner où j'ai invité uniquement des entrepreneurs. Vous savez, pour ceux qui étaient venus les fois précédentes, on avait eu deux responsables d'un think tank qui avaient écrit un livre sur les créateurs de boîtes du web qui a fonctionné. On a aussi parlé d'usage et de traces numériques. On a parlé plus récemment de l'identité digitale du président de la République avec le responsable web de l'Élysée. Et dans la poursuite de ce cycle ce matin, on avait envie de parler d'expériences concrètes d'entrepreneurs. Je vais vous présenter dans un instant au sujet donc, de l'open data et des applis mobiles qui peuvent en découler. Je vais en revenir un peu dans un instant. Alors je laisserai beaucoup, puisque j'ai 3 invités ce matin, la parole à mes invités, peut-être aussi le temps d'interagir avec la salle pendant en gros 1h10 maximum de temps, donc on va essayer de se restreindre en termes de prise de parole. Et donc pour commencer, je vais présenter comme ça, c'est pas mal, peut-être comme ça. Alors, je vais dire à ma gauche Jean-Marc Mazard, qui est désormais un entrepreneur de la Pépinière 27 et qui dirige une boîte qui s'appelle Open Data Soft. Je te laisserai présenter cette entreprise un petit peu comme on en a discuté, mais synthétiquement, de manière très synthétique, qui permet justement à des entreprises qui n'ont pas forcément connaissance approfondie des sujets d'open data d'accéder à un certain nombre de solutions concrètes autour de cette open data. J'ai Benjamin, j'ai Elliot, Réal qui est juste à côté de moi et qui lui s'occupe d'une boîte qui s'appelle Scanbugs. Alors c'est pas la seule activité que tu as eue en termes d'entreprise, mais c'est peut-être celle qu'on va mettre en avant ce matin. Qui crée des applis mobiles, et notamment dans l'univers des espaces de vente, points de vente. On verra justement dans un instant peut-être un court rappel à quel point le marché des applis mobiles est en évolution très rapide et à quel point ta boîte témoigne de cette évolution. Et puis Benjamin, donc, qui est à ma droite, Benjamin Suchard, qui dirige une boîte qui s'appelle Lupis, qui est aussi dans la Pépinière, mais qui va venir au titre d'une casquette qui à mon sens fait le lien entre l'univers open data et l'univers appli mobile, c'est la logique de ce petit déjeuner, puisque tu as créé une appli qui s'appelle Check My Metro. Moi j'aime beaucoup l'idée de cette expérience, puisqu'on verra à quel point, dans un univers, peut-être tu nous en diras un mot, aussi, disons, un peu figé, un peu difficile à bouger que l'univers RAPP, à quel point l'utilisation des usagers et l'utilisation des données publiques produites, soit par les usagers, soit en source directe, a permis de faire évoluer cet écosystème. Et c'est l'objet de ton application. Voilà pour une présentation rapide. Alors d'habitude, j'aime pas faire de haute introduction sur les sujets, parce que c'est assez pénible, mais je vais le faire quand même. En très rapide, juste pour vous dire que ce lien entre appli mobile et open data, il est à la fois lié, c'est 3 choses, il est à la fois lié au timing. On a un marché des applis qui est en très forte explosion. En gros, juste un chiffre, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier pour l'iTunes Store. Je pense qu'on sait que ça coûte en moyenne entre 79 centimes et ça peut aller un peu plus haut, mais la moyenne autour de $1. C'est très significatif. On a des applis, je laisserai vous en parler, qui sont en forte évolution, qui sont en statique, la gamification gagne un peu partout. Et puis on a aussi, dans le même temps, eu, je le dis très synthétiquement, donc, une mission, vous le savez, en France, qui s'appelle Étalage, une mission qui a eu pour objet de mobiliser les différents acteurs déjà existants dans le gouvernement pour produire des données publiques et qui sont rassemblées aujourd'hui d'ailleurs, ce qui nous fait dans un portail unique qui s'appelle data.gouv.fr. C'est une mission qu'aujourd'hui est dirigée par Jérôme Philippini, qui est un haut fonctionnaire. Et j'avais proposé d'ailleurs à Romain Lacombe de venir, il ne pouvait pas être là ce matin, qui s'occupe de l'innovation dans cette mission, parce que c'est véritablement un enjeu à la fois business, on va le voir dans un instant, mais aussi institutionnel, que l'État prend très au sérieux. Trêve donc d'introduction, je vais laisser la parole à mes invités. Je voudrais peut-être tout simplement, pour commencer, puisque c'est un petit déjeuner d'entrepreneurs ce matin, que chacun nous présente un peu ce qu'il fait, de manière très concrète, et en quoi le sujet qu'on pose ce matin, l'open data et les business qui peuvent en découler,
accordé pour eux une importance, leur vision sur ce sujet, peut-être de manière introductive évidemment. Ensuite je poserai des questions à chacun d'entre eux. Bonjour, moi Jean-Marc Lazare, j'ai fondé, je dirige Open Data Soft, une société qu'on a créée il y a un peu plus d'1 an. Et donc on est résident de la Pépinière depuis un peu plus d'1 mois. Ravi d'être ici, en compagnie d'autres entrepreneurs. Open Data Soft, très succinctement, c'est une société qui développe des solutions logicielles dédiées à l'open data. Alors l'open data dans une conception un peu plus large que la donnée publique, c'est vrai que quand on passe la Manche ou l'Atlantique, la définition de l'open data est exactement la même. Les entreprises privées font de l'open data aux États-Unis. Donc globalement, notre solution elle sert pour nos clients pour libérer, partager des données facilement ou les réutiliser. Donc on a des clients qui sont aussi bien des collectivités locales qui ont besoin de faire des portails open data. On a des solutions type portail clé en main sans développement pour publier ces données. On verra ça un petit peu après, je pense. Ou des industriels type utilities, de l'IA, SQL, qui ont des problématiques de croisement de données métiers, des données de captation sur l'eau, de télérelève sur la consommation en eau par exemple, elles veulent croiser avec des données open data pour fabriquer des applications à destination de leurs clients, des clients de leurs clients que nous sommes. On a vraiment un lien entre la donnée et les applications, les services intelligents, les smart cities, etc. Bonjour à tous, donc Eliade Reillac, je suis cofondateur de Distribeo. C'est une startup que j'ai créée il y a 3 ans en sortie d'école, en 2009. Scanbugs, c'est notre application phare, c'est une application de chasse au trésor en magasin. Le principe, c'est que je vais dans mon supermarché, j'ai un certain nombre de produits à trouver, je dois scanner le code barre de ces produits pour gagner des cadeaux. Et nous, on travaille avec les marques, parce que les marques, elles voient dans ce concept la publicité du dernier mètre. Donc on s'appuie sur la gamification pour créer la prise en main du produit sur le lieu de vente et générer des achats. Alors on ne gère pas énormément d'open data parce qu'on a finalement assez peu de data, on est sur un nombre de produits restreint. Par contre, on est en plein dans la mouvance du boom des applications mobiles, puisqu'on a aujourd'hui 300 000 personnes en France qui ont l'application et on travaille avec Coca, L'Oréal, Unilever, on est une quinzaine de personnes dans la société. Bonjour, Benjamin, je suis fondateur du PIS mais aussi de Check My Metro. Donc, vous avez compris, c'est via cette expérience et cette entreprise que je suis là aujourd'hui. Check My Metro, en fait, c'est assez simple. C'est une idée qui est née il y a 2 ans et qui, en fait, partait du constat qu'il y avait 1h30 de temps de transport moyen par jour, par personne. Il y avait 10 millions, par exemple, à Paris de personnes connectées en même temps dans les transports en commun et que l'information pour les usagers elle était très faible. Elle se limitait encore il y a quelques temps aux vieux écrans d'information, par exemple de la RATP. Il y avait aussi peu de divertissement qui tirait en tout cas parti de l'ensemble de la masse de personnes connectées au même moment, dans un même endroit. Et donc on s'est vraiment dit qu'il y avait un moyen pour les usagers du métro de vivre leur métro, de se réapproprier leur transport et de mixer de la donnée publique, donc de la RATP, avec aussi du crowdsourcing, étant donné que l'information la plus pertinente, elle pouvait venir des usagers eux-mêmes. Ici, je pense que j'aurai un petit peu l'occasion de montrer comment on a pu un petit peu faire changer de mentalité une institution comme la RATP qui, de par sa culture d'entreprise, de par énormément de facteurs, faisait qu'elle était très réticente finalement à l'innovation et à l'open data. Et aujourd'hui, on est dans une logique de continuer cette belle aventure qui est Check My Metro et de pouvoir, avec un cas très concret, puisque je pense que les transports représentent finalement le moyen le plus simple de comprendre ce qu'est l'open data, et bien via cette avancée, de faire avancer encore la RATP et par là même d'autres acteurs, et de vraiment pouvoir montrer en quoi l'open data peut être utile tous les jours à tout le monde. Merci, donc merci pour cette courte présentation. Alors comme je l'ai dit, j'aimerais qu'on puisse vous laisser la parole. On va peut-être avoir 3 temps. Je vais vous laisser la parole à vous pour ensuite basculer vers les questions. Le premier temps, c'est justement par rapport à ce tour d'horizon qu'on a fait. Je vais peut-être commencer à ce par Jean-Marc. J'ai succinctement présenté l'open data en France. Naturellement, tu as dit que la conception qu'on en avait n'était pas exactement la même que la conception anglo-saxonne, par exemple.
les missions institutionnelles de type État précédaient celles qui existent en France, aux États-Unis notamment. On sait que ça a eu un rôle assez important dès la campagne de 2008 de Barack Obama, et encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as comment tu as créé ton business en fonction justement de la création non seulement de cette mission institutionnelle, mais aussi de la mise en ligne de certaines données et de ce que tu en percevais à un moment où, ceux qui n'auraient pas vu Data.gouv, on est quand même au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de données, c'est une mission continue. Hein, pour donner un exemple, par exemple, il y a un écosystème qui a été créé qui s'appelle Data Connection, qui vise justement à mettre en lien des porteurs de projets avec tout un écosystème d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, des acteurs aussi institutionnels, gouvernementaux, paragouvernementaux. Donc on est en plein boom là-dessus. Donc oui, rapidement, comme sur le... Je ne vais pas faire l'histoire de l'open data, mais c'est vrai que la notion de service public, d'acteur public n'est pas exactement la même à l'origine aux États-Unis, en Angleterre, et l'open data est surtout né finalement d'une rationalisation. Il y avait trop de data aux États-Unis. Souvent on raconte l'open data, alors voilà, c'est plus aux États-Unis, plus en Angleterre, plus en France. On n'a pas du tout fait la même chose. Aux États-Unis, d'abord, il y avait toute administration, qu'elle soit locale ou nationale, libérer ces données, quelles qu'elles soient. Accidentologie, par autoroute, par modèle de véhicule, par typologie de conducteur, elle est libérée depuis 10 ans déjà aux États-Unis. Et il y avait trop de portails. Donc, premier point. Trop de portails de data. Deuxième point, effectivement, Barack Obama, augmentation de la dépense publique, à la mode américaine, augmentation de la dépense publique, donc émergence du concept d'accountability. C'est vraiment ce qu'on retrouve en Angleterre aujourd'hui, c'est contrôler la dépense publique. Donc libérer la donnée sur les budgets, les projets, tout doit être transparent. Alors avec quelques scandales associés évidemment sur les notes de frais de tel ou tel député, mais voilà. Et puis ensuite, effectivement, là aujourd'hui, on est en France, on est dans l'open data continental, et on a plus effectivement la notion de lier l'open data à l'innovation. Il y a des données, elles sont utiles, et on va fabriquer des applications, comme on vient de l'écrire avec Checkpoint Métro, qui vont servir aux citoyens, aux usagers, aux clients. Donc, dans tous les cas, le lien entre tout ça, c'est que la donnée, dans tout ce qu'on dit, est clé. La donnée, qu'elle soit pour contrôler son business, pour mesurer son business, pour innover, elle est clé. Et plus aucun acteur, qu'il soit privé ou public, ne peut prétendre aujourd'hui avoir à lui seul toute la donnée nécessaire pour faire son business. Si vous êtes dans le domaine de l'énergie et que vous êtes un BTPiste et vous allez vous associer en tant que Vinci avec un telco, donc un Schneider Electric autre, c'est bien les données collectées par les 4 acteurs qui vont permettre de faire de la gestion intelligente de l'énergie au niveau d'un quartier. Donc plus aucun ne peut faire une OPA à lui seul sur un métier. Donc la donnée elle est clé pour développer des nouveaux métiers. Et l'acteur public, en tout cas en France, est aussi un acteur très important puisque, en tout cas pour un certain nombre de sujets comme celui que je viens de mentionner, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui décide et qui régit un certain nombre de règles. Donc la mission Etalab que tu viens de mentionner, le premier temps Etalab a joué son rôle d'initier l'open data, de donner corps à cette mission-là, de commencer à faire lever un certain nombre de verrous au niveau des administrations. Le problème il n'est pas tant technique que réglementaire. On a aujourd'hui un certain nombre d'organismes qui, certains diront, se réfugient de manière négative ou tout simplement font avoir des missions qui régissent leur. Là, quand vous êtes l'IGN, quand vous êtes l'INSEE, dans la définition de vos statuts, il y a quelque chose qui dit que les données, vous devez les libérer et les faire payer, parce que votre budget de fonctionnement, ce qui fait que vous payez vos fonctionnaires, doit venir de cet argent fait sur la vente de la donnée. Donc la mission Etalab, elle n'est pas spécialement technique, mais elle doit effectivement refondre complètement le droit sur la donnée. Et c'est de là que découlera effectivement les flux continus, j'espère, de données qui reprend le marché, qui permettront à des entreprises comme d'autres, comme ça le présente ici, et comme d'autres qui se feront, de développer des applications. Parce que un peu de données, c'est bien, mais ça ne sert à rien. Le monde du web a bien compris que on fait des services hyper locaux, hyper ciblés, hyper profilés, et c'est bien parce qu'on a l'exhaustivité de l'information et de la donnée qu'on peut les faire. Donc il faut beaucoup de données, et c'est pas parce qu'on est un petit acteur local, on est une piscine ou autre, on n'a pas à faire de l'open data. Souvent on nous objecte en disant moi je suis une petite commune, ça sert que je fasse de l'open data. C'est la somme des données de toutes les petites communes qui fera que ça sera intéressant de faire des services intelligents. Donc le chemin est encore long, mais moi je pense que ça va s'accélérer. La mission Etalab que vous avez évoquée y contribue. Les missions ont été réaffirmées, avec en plus une mise en perspective sur la modernisation de l'action d'État. Je pense que c'est clé comme terme. Il y a vraiment une refondation de la gouvernance des services publics, en partie grâce et avec l'open data.
Donc à mon avis, il y a un bel avenir autour de l'open data. Et puis pour terminer sur cette partie, on cite souvent, enfin moi j'avais souvent ça comme exemple en tête, et maintenant on reprend, c'est avant qu'on parle d'open data, on se rend compte que c'est vraiment un enjeu stratégique pour les États, en tout cas pour les continents. La prédominance acquise aujourd'hui du système GPS, par exemple pour la géolocalisation dans le monde, ce système-là existe et à inonder est un standard de fait, donc c'est un standard nord-américain, ça vient du fait que toutes ces données-là ont été libérées gratuitement d'un seul coup par le gouvernement américain, à dessein, en disant on a rendu le marché, on a rendu le monde dépendant à nos données. Google fait la même chose. Google, quand il ouvre ses logs d'usage de son moteur de recherche pour faire de l'analyse et traquer telle ou telle information, les minutes parce que c'est l'actualité, Google rend le marché et tout un écosystème dépendant à ces données. Et c'est beaucoup plus puissant, c'est vrai, c'est une mécanisme du web, c'est cliché ce que je dis, c'est beaucoup plus puissant que tout autre procédé, je dirais, pour tenir son marché et être présent. Donc la libération de données, que ce soit un acteur privé ou public, Nike vient de faire la même chose avec les logs de tous ces petits objets, la traque des traces des joggers, vient libérer tout ça aussi de façon anonyme. On rend le marché dépendant à ces données, et ensuite on les associe. Merci beaucoup. Donc, un mot que je retiens, c'est au-delà ou à côté de l'open data, l'importance des données, précisément. Et bien, il y a un instant, quand tu as présenté business, c'était au sens propre, j'utiliserai des données publiques. Il y a eu un besoin de convertir des données existantes dans une appli, pas seulement une seule, mais tu en as cité une en particulier, celle qui fait que je t'ai invité ce matin, Skybugs. Et moi, j'aimerais savoir, peut-être entrer un petit peu plus dans ce que tu as fait, en disant justement comment, quand on est entrepreneur, on utilise ces données pour les rendre intéressantes, accessibles, voire amusantes. Tu as parlé de gamification, donc le fait il y a un côté entertaining, le fait d'amuser, et puis aussi le fait de récompenser aussi, puisque ton système, tu en dis un mot dans un instant, il récompense ceux qui l'utilisent dans leur acte d'achat et après leur acte d'achat. J'aimerais que on fasse le lien entre finalement ce côté données, on parle beaucoup de big data, et cette création d'applications. Alors, je vais peut-être dire deux mots du modèle économique de Scanbugs. Donc le principe de Scanbugs, c'est que nos clients, c'est les marques. C'est Coca, L'Oréal, Unilever, etc. Ces marques-là, elles sont vendues dans l'ensemble des supermarchés de France. Aujourd'hui, quand elles veulent faire une animation sur leur point de vente, une campagne de couponing, elles doivent dealer avec l'enseigne. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de venir court-circuiter cette relation pour dire à la marque, tu vas pouvoir toucher tes consommateurs directement sur le point de vente, indépendamment de l'enseigne et dans l'ensemble des points de vente en France. Pour ça, il y a un moyen et il y a un identifiant sur leur produit qui est le code barre. Donc nous, la data qu'on utilise, c'est le code barre. Donc on peut scanner un code barre avec un téléphone, et le code barre de la bouteille de Coca-Cola zéro, c'est le même, que vous soyez chez Auchan, chez Carrefour, etc. Donc là, en fait, on est venu prendre une donnée qui était commune aux différentes enseignes pour court-circuiter un petit peu la relation et redonner le pouvoir à la marque dans son lien avec le client. Derrière, le modèle, il est simple, c'est un coût par scan. Donc concrètement, la marque nous paye à chaque fois qu'il y a un scan de son produit qui est fait. Donc concrètement, je vais scanner le produit, donc je le prends en main, et cette prise en main, elle a une valeur pour la marque parce qu'il va y avoir un certain taux de transformation en vente derrière, qu'on va venir tracer via des questionnaires et via différents outils. Donc la marque nous paye à chaque scan, et pour l'utilisateur, chaque fois qu'il fait un scan, il gagne des points. Donc en fait, on partage, si la marque nous paye 100, mettons pour un scan, on partage 50-50, il y a 50 pour l'utilisateur quand il va scanner, et il y a 50 pour nous. Donc c'est une forme de coût par clic à la Google, mais c'est comme si, en faisant vos recherches sur Google, en cliquant sur un lien, Google vous reversait de l'argent, quelque part. Donc c'est entre le cashback et le coût par clic. Donc ça, c'est sur le modèle économique pour comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on est allé sur cette data-là. Et une fois qu'on rentre derrière dans la grande distrie, la gestion des data en termes de code barre, c'est un truc qui est énorme parce que vous avez des millions et des millions de produits avec plein de codes barres différents. Et notre première activité avant Scanbugs, c'était de pouvoir vous conseiller pour acheter votre vin. Et dans le vin en particulier, il y a des milliers et des milliers de codes barres différents selon que vous soyez un gros producteur, petit producteur de Bourgogne, etc. Et là, on est rentré dans des espèces de plateformes hyper complexes à gérer en termes de data, parce que hyper dur de pouvoir tracer les codes barres de chaque producteur de vin. Et assez vite, en fait, justement, on s'est dit, bon, nous, on veut simplifier ça, donc on n'a pas créé un logiciel qui
qui arrive à analyser toutes les datas. Et donc avec Scanbox, on n'a plus qu'une dizaine de codes barres à gérer en même temps, puisque j'ai une dizaine de produits en ligne, j'ai pas à m'embêter avec tous les codes barres qui existent en grande distribution. Donc nous, on a plutôt pris le sens inverse, qui était de dire il n'y a pas d'open data sur le code barre, il n'y a aucune base de données qui référence l'ensemble des codes barres, et donc on va plutôt trouver un modèle qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de data. Mais si demain on avait l'open data sur les codes barres, il y a un tas d'acteurs qui seraient intéressés. Voilà, et donc en fait là, à travers ce que tu viens de dire, on voit bien l'enjeu de ces données publiques et dans le modèle économique qui est en train de se créer ou pas, si par exemple il n'y a pas de base de données globale et intégrée sur le sujet. Benjamin, tu as présenté rapidement Check My Metro en introduction. Moi je pense que, en tout cas avant d'en parler avec toi, en tant qu'utilisateur du métro parisien, je pense que c'est un sujet qui peut plus nous concerner, on a depuis quelques années accès à quelques nouveautés. Je peux voir quand est-ce que le métro va arriver, a priori à peu près. Voilà, mais c'est vrai que quand on l'utilise, ça reste assez succinct. Qu'est-ce que ton appli de manière plus générale, l'ouverture de données et le crowdsourcing que tu as évoqué, c'est-à-dire le fait que des milliers et des milliers d'utilisateurs soient chaque jour en permanence partout dans ce métro, a permis au travers de ton application. Alors justement, c'est intéressant, tu viens de souligner que tu vas pouvoir trouver l'horaire de ton prochain métro. Malheureusement, c'est vrai uniquement si tu as l'application RATP. C'est une donnée qui est encore très précieuse au niveau de la RATP et je vais vous l'expliquer aussi pourquoi et les enjeux de l'open data à travers l'exemple Check My Metro. Mais on parlait tout à l'heure des piscines, mais les piscines peut-être peuvent rechigner à donner des données, mais des grands groupes comme la RATP font exactement la même chose, considèrent ces données comme des données précieuses dans un en plus système de monopole, puisque la RATP est l'unique exploitant du métro parisien, et elle empêchait jusqu'à présent, avant qu'on pousse un peu un coup de gueule, eh bien, d'utiliser cette donnée. Et aujourd'hui, elle limite encore extrêmement ces données. Pour remettre un petit peu en perspective, je vous propose de revenir juste rapidement sur ce qui s'est passé avec Check My Metro. Check My Metro a 2 ans, donc on a lancé une application au début pour partager un certain nombre de choses quand on était dans le métro. Ça pouvait être un musicien que vous croisiez, ça pouvait être un coup de cœur si vous aviez juste une déclaration à faire, ça pouvait être une publicité que vous aimiez bien. L'idée c'était de faire du métro un vrai terrain de jeu, un terrain d'échange. Et on avait aussi un petit côté subversif puisqu'on permettait de savoir où se trouvaient les contrôleurs quand on prenait le métro. Donc c'était vraiment l'idée de vraiment s'amuser aussi, parce que c'est ludique, c'était pas de favoriser la fraude parce que la fraude il y en a toujours eu, mais c'était plutôt de s'amuser, de se marrer dans le métro et aussi d'être utile. Il y a 1 an, on a voulu, en plus de ce côté divertissant, vraiment apporter eh bien, de l'information utile pour les voyageurs. Et c'est la raison pour laquelle on a ajouté 2 fonctionnalités phares, qui étaient eh bien, la carte du métro, que tout à chacun pouvait eh bien, visionner dans le métro et récupérer gratuitement. Sans trop se poser des questions d'ailleurs, on l'a juste mis dans notre application, et on a permis d'avoir les horaires en temps réel. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une application qui permettait ça, c'était l'application de la RATP, et qu'elle était payante. Et donc, on s'est vite rendu compte que ça n'a pas forcément plu à la RATP de proposer ces données de manière gratuite. Et on a eu une réaction qui a été assez violente de la part de la RATP. Et nous, on a été hyper étonnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas essayé de communiquer avec nous en nous demandant gentiment de bien vouloir retirer ces données, mais ils ont tout simplement demandé à Apple de nous retirer de l'App Store. Et ça m'a suivi un petit peu une histoire un peu rocambolesque en disant que la RATP communiquait avec nous alors qu'elle ne communiquait pas. Enfin bref, sans rentrer dans les détails de la procédure qu'il y a eu, on a retiré donc rapidement la carte du métro, on a retiré les horaires, mais on n'a pas fait comme les 5 applications qui étaient avant nous et qui ont dit bon bah circuler, il n'y a rien à voir, merci, au revoir. On a voulu faire de ce problème un vrai débat, un enjeu,
public en soulevant notamment à travers des communiqués de presse, à travers une communication, le problème finalement que la RATP, alors c'est un peu technique, mais la RATP, on parlait de données publiques, les établissements publics sont obligés de donner leurs données. Sauf que la RATP, elle est ce qu'on appelle un EPIC, c'est-à-dire un établissement public, mais à caractère industriel et commercial. Ce qui théoriquement lui permet de conserver ces données. Mais l'idée c'était de dire, mais par exemple, quand on prend cet établissement, la RATP, elle a pour but premier de faire voyager 10 millions de personnes. L'idée, c'était de montrer qu'il y avait énormément d'informations autour de la RATP qui pouvaient créer un écosystème favorable et finalement favoriser l'usager, le citoyen, qui est, entre guillemets, l'actionnaire de la RATP, puisque la RATP est un établissement public, donc favoriser l'ensemble des personnes. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais insister. Donc c'est le double enjeu économique et politique. Au niveau de la RATP, puisqu'on n'avait plus le droit d'utiliser le plan du métro, on a fait un appel, un concours pour créer son propre plan de métro qui lui soit libre de droit. On a eu plus de 100 personnes qui ont comme ça créé des plans de métro et ça a eu un formidable succès et on a eu énormément de retours, des gens qui ont voté et un plan qui n'a rien à voir avec celui de la RATP. Et on a aussi permis de faire un petit peu évoluer la RATP parce que la RATP, quelques mois après, a décidé finalement que le plan pourrait être utilisé sur des usages numériques. Alors ils vous diront bien évidemment qu'on n'y est pour rien, mais on a un petit peu, on pense qu'on est peut-être un petit peu pour quelque chose et qu'en tout cas maintenant la RATP a un site qui s'appelle data.ratp.fr où on trouve quelques données, mais pas encore de manière suffisante. Donc je reviens juste sur le double enjeu de l'open data. C'est un enjeu à la fois politique et à la fois économique. Et je vais l'illustrer à travers Check My Metro. Politique, c'est un enjeu de transparence. On parlait tout à l'heure au niveau du gouvernement, savoir où l'argent d'un gouvernement va. Il y a aussi une initiative en France qui s'appelle nosdéputés.fr et qui permet de suivre le travail parlementaire d'un député sur ses heures de présence, son nombre de questions au gouvernement, qui est très intéressant. À travers la RATP, on peut l'illustrer de deux manières, simplement de savoir où l'argent du contribuable va, mais surtout, lorsqu'on pense aux horaires de la RATP, il faut savoir que la RATP a un contrat avec le STIF, donc le syndicat des transports d'Île-de-France, et que, en gros, ces subventions de la RATP sont liées au vrai taux de retard ou de ponctualité d'ailleurs du métro. Et aujourd'hui, il y a un tel, c'est tellement illisible que ces données, elles sont conservées précieusement, et le fait que la RATP aujourd'hui encore ne veut pas libérer ces données alors qu'on peut les voir sur son application mobile, et ça c'est l'application mobile, c'est un vrai enjeu politique puisque ça permettrait à tous les citoyens de juger des vrais taux de retard de la RATP. Donc ça c'est le premier enjeu politique. Le deuxième enjeu, il est économique. C'est-à-dire que la donnée, elle va permettre à un écosystème de se créer et d'offrir des services qui sont d'une valeur ajoutée plus avancée que celle qui serait le résultat de l'exploitation seule de la personne qui a les données. Aujourd'hui, si on libère la donnée sur des transports en commun, il n'y a pas que Check My Metro qui peut en profiter, il y a énormément d'acteurs et on peut créer des usages qui aujourd'hui n'existent pas. Je vais donner deux exemples. Le premier, par exemple, si la RATP aujourd'hui fournissait des données d'accessibilité des stations, on pourrait créer des itinéraires en fonction des handicaps des uns et des autres pour créer des itinéraires intelligents. Et puis nous, Check My Metro, on pourrait aussi, dans du temps réel, savoir que si le métro 1 est en retard, il vaut mieux passer par le 2 et la 3, et qu'en plus, dans le changement à billet, vous allez trouver un super musicien, mais qu'il faut à tout prix éviter nation parce qu'il y a des pickpockets qui sévissent. Donc voilà, donc là c'est un vrai exemple entre prendre de la donnée qui est notre donnée, même si elle est crowdsourcée, et de la donnée publique, puisque c'est les horaires du métro parisien. Et donc cet enjeu qui est double, il est très important pour les acteurs, et il y a encore aujourd'hui beaucoup de blocages et beaucoup de sensibilisation à effectuer de la part d'un certain nombre d'acteurs, et
dont 3 sont réunis ici, mais dont un écosystème plus important est en train de se mettre en route pour vraiment faire évoluer les mentalités. Merci Benjamin. Donc voilà, sur ce premier temps, je disais un petit peu présenter vos initiatives, vos entreprises et vos écosystèmes, justement. Je précise d'ailleurs, enfin c'est à titre d'anecdote, mais par rapport à ce que tu disais sur les retards, que la SNCF aussi a mis en ligne un premier jeu de données publiques dans le cadre d'un projet qui va être beaucoup plus long, hein, puisque ce n'est qu'un premier jeu. Et que c'est vrai que les résultats, par exemple, en termes de retard, sont sensiblement différents de ceux que je disais quand je faisais l'interconnexion Versailles-Chantier-Jouan-Josas, où il y avait toujours marqué 99% de réussite, etc. Donc là, on a un accès, non pas pour stigmatiser un opérateur, mais pour voir la réalité des données et avoir un accès direct et transparent. Un deuxième temps, juste peut-être avant les questions, vous avez présenté vos entreprises, vos écosystèmes avec leurs différences et leurs complémentarités. Comment vous voyez de manière un peu succincte les freins et les éventuelles opportunités justement dans un univers qui est extrêmement mouvant. Je n'ai pas envie de donner de date, j'ai envie de dire c'est à hauteur de 2 ans, à hauteur de 5 ans, à vous de décider. Peut-être pour donner un petit peu de chair à nos invités ce matin et voir comment un certain nombre d'opportunités, peut-être de freins, vont vous faire évoluer dans votre stratégie aujourd'hui. Le frein, il vient d'être décrit, mais en même temps, c'est la super opportunité qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a des blocages, on va dire, réglementaires, des situations de vente en place, hein, c'est pas forcément du fait que l'acteur public. Et ce qu'on a vu avec la RATP, il y a eu un concours de cartes, une centaine de cartes, donc si vous ne faites pas d'open data, d'autres le feront pour vous. Il y a plein d'exemples. Plein d'exemples de contournement, de données pas libérées par l'IGN et des acteurs privés se sont fait financer l'achat de GPS, de scooters des mers et de cartographie du littoral, plus classique sous l'IGN, parce que l'IGN n'a pas voulu libérer ses données. Voilà, donc de toute façon, à un moment donné, celui qui garde sa donnée, qui ne veut pas rentrer dans une logique d'écosystème, va dans le mur d'une manière ou d'une autre. Donc l'opportunité pour nous, elle est effectivement d'être présent maintenant et d'aider un certain nombre d'acteurs sur des marchés avec des positionnements différents. Dans cette démarche-là. Alors de manière très concrète, il n'y a pas que des exemples négatifs, je pense qu'il y a un autre, il y a un certain nombre de hackathons, c'est pas quel terme employé, donc de petits concours de hacking et de bidouillage de données qui ont émergé sur la libération des données. Il y en a un qui avait eu lieu au mois de février l'année passée, donc, organisé par le POG, Paris Android User Group, la communauté des développeurs Android. Et l'idée c'était de faire des applications sympas, mobiles, que mobiles en l'occurrence, Android par-dessus les données libérées de France, de région parisienne. Alors l'une des applications qui avait été faite par un groupe de développeurs s'appelle encore Les Envies parisiennes. Vous voyez sur Android Store, Google Store, elle existe. Donc elle utilise des données assez pratiques, où sont les fontaines, les bancs, etc., etc. Et ça vous dit quelle est l'information, quel est ce site le plus proche de vous par rapport à votre mobile. L'histoire, c'est pas simplement que ça soit arrêté là, c'est que des groupes plus importants comme JC2Co ont dit cette application c'est sympa. Nous, on va vous donner la possibilité de la porter sur nos mobiliers urbains connectés. Donc voilà, on a une petite histoire sympa là en un an entre de l'open data, des développeurs mix étudiants et puis gens volontaires qui ont pris leur week-end pour participer au hackathon, une appli lauréate et qui va se retrouver un an plus tard. Alors, on peut dire que c'est un petit peu long, mais au moins ça a été, qui va se retrouver sur des mobiliers urbains de la ville de Paris pour informer les touristes sur où est le distributeur de banque, la pharmacie de gare, le commissariat le plus proche. Pour toute personne qui n'a pas forcément un smartphone avec forfait data ou qui ne parle pas forcément la langue locale, en particulier des touristes, et il y en a un paquet à Paris. Voilà, donc des opportunités comme ça, il va y en avoir tous les jours un peu plus. La donnée, elle s'ouvre, elle se libère, il n'y a plus de frein technique, c'est ça qu'il veut dire, il n'y a plus de frein technique, et ça crée surtout un bouillonnement incroyable, parce que le corollaire de ça, c'est que la donnée étant susceptible d'être ouverte, l'avantage compétitif qu'on a sur le voisin qui peut nous rattraper aussi vite qu'on est parti, ça oblige à aller assez rapidement sur la capacité à délivrer des services au marché. Donc c'est plutôt stimulant en termes d'innovation, en termes d'apps et donc d'appli, on va voir arriver. Alors, donc dans mon domaine, c'est plutôt la grande distribution. Je reste donc sur le monde des codes-barres. Les enseignes ne veulent pas donner les codes-barres. Ils ne veulent pas donner accès aux codes-barres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ça soit une data qui soit utilisée pour faire de la comparaison de prix, notamment entre enseignes. Et là, il y a un cas qui est intéressant, c'est Leclerc qui a lancé une appli qui s'appelle Qui est le moins cher,
où je peux scanner les codes barres de produits, voir à quel prix ils sont vendus chez Leclerc et à quel prix ils sont vendus chez les concurrents. Et donc ce qu'on voit, c'est que, c'est un peu ce que tu décrivais, c'est que si je ne donne pas accès à mes datas, d'autres le feront pour moi et d'autres iront chercher les datas. Alors là, il y a Leclerc, c'est le cas pour le coup d'une enseigne qui se positionne sur des prix moins chers et donc qui a eu intérêt à le faire en premier. Et c'est la seule enseigne qui a eu intérêt à ouvrir ce système-là. Et Leclerc, d'ailleurs, si vous allez les voir, ils seront ravis de vous donner leur code barre, voire même parfois leur prix, parce qu'ils veulent promettre finalement le prix le moins cher. D'autres acteurs comme Prixing, qui est un copain qui fait de la comparaison de prix, il a créé la base lui-même. Et donc, dans ces cas-là, il a dû hacker quelque part un peu les bases existantes. Et il est allé chercher sur Internet, sur les sites de Drive, les différents produits. Il a réussi à récupérer les codes barres avec quelques bidouilles. Et donc, il a créé sa base. Mais ça plaît pas du tout aux enseignes. Et un peu comme ce que tu as eu avec la RATP, il est régulièrement menacé, même s'il n'y a pas vraiment de recours légal possible. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans le monde privé, et je pense que ça c'est un vrai frein, il y a un certain nombre de data qui sont stratégiques et qui ont un impact direct sur un business. C'est l'exemple des codes barres et de la libération des prix dans les enseignes. Et à ces moments-là, ces acteurs vont freiner à fond le développement de systèmes ouverts de data. Cependant, on voit aussi qu'on est en plein dans une zone d'ébullition là-dessus et que si eux ne le font pas, je te rejoins complètement, il y a d'autres acteurs, il y a des startups ou alors un des acteurs de leur univers qui le fera pour eux finalement. Donc c'est quelque chose d'inexorable. La data va se libérer, que ce soit dans le monde public ou dans le monde privé. Et il y aura de plus en plus de services qui se créeront. Ok, donc Benjamin, on a compris que la RATP c'était tes grands copains. Comment ça va évoluer selon toi et peut-être même dans une logique d'utilisateur surtout pour nous? Oui, alors j'aimerais rebondir sur les freins public-privé, je trouve que c'est vraiment intéressant. Déjà, aussi un frein dont on n'a pas parlé, c'est le frein du format, tout simplement. La donnée, elle est bien, c'est bien de faire de la donnée, mais faut-il encore qu'elle soit exploitable. Aujourd'hui, les acteurs, s'ils ne font pas un effort de rendre la donnée exploitable, ça devient vite n'importe quoi. Il y a des formats, on parle par exemple de format GPS, il y a beaucoup d'administrations qui sont encore dans des formats qui n'ont rien à voir, qui s'appellent la Grange ou autre, je ne me souviens plus. Mais donc c'est très difficile à exploiter. Et aujourd'hui, quand on a de la donnée, je pensais notamment à la RATP évidemment, on avait plein d'erreurs qui font qu'au final, c'est même plus facile de temps en temps d'aller la retrouver soi-même. Sur la différence publique-privée, je pense qu'en effet, sur la donnée privée, la data privée, il faut aussi qu'il y ait un changement de mentalité au sein des entreprises pour qu'elles comprennent qu'elles ont un intérêt économique à laisser cette donnée libre. Et je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple de Page Jaune. Page Jaune en France, qui est un système très fermé, qui ne va pas avoir vraiment d'API pour pouvoir interroger un numéro de téléphone, une adresse, et qui fait de ces données quelque chose de précieux, un petit peu à l'image de ce que ça avait pu être pour la RATP. Et on a à l'inverse Yellow Page au Canada, qui a une API totalement ouverte et qui va se rémunérer finalement sur la publicité à travers l'utilisation qui est faite par tous ces développeurs, un petit peu aussi comme pourrait le faire Google, et c'est finalement quelque chose de plus intelligent puisque elle prend l'histoire à son compte, elle travaille avec des développeurs, elle crée des nouveaux services innovants, elle va même, lorsque les services sont vraiment innovants, et bien dans une logique de rachat ou de partenariat avec les entreprises, et on voit que finalement c'est beaucoup plus en phase avec Internet, avec l'évolution de l'économie numérique. Donc, je pense qu'il y a un vrai au sein des entreprises, dans la mentalité de comprendre et d'éduquer sur, non pas c'est bien d'ouvrir la donnée, mais en quoi la data elle peut économiquement, et bien finalement à long terme vous favoriser, même si à court terme vous ne voyez pas les avantages. Posons-nous avec l'ensemble des acteurs et réfléchissons. Au niveau public, c'est tout simple, c'est de prendre conscience que c'est le citoyen qui est gagnant à la fin parce qu'il a plus de services, parce qu'il a des usages innovants et parce que en plus ça crée de la valeur pour la société si des entreprises se créent et réussissent et payent des impôts. Et donc là aussi c'est une mentalité qui est différente, c'est pas les mêmes enjeux
mais c'est aussi intéressant. Maintenant, je pense qu'on est inexorablement dans une logique d'ouverture des données. Je pense que les acteurs, c'est une question de temps. C'est un peu ce qui s'est passé à l'image de la musique, hein, lorsqu'il y avait tous les DRM, toute la musique qui, au début, était d'une manière très fermée. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas, parce que ça allait favoriser le téléchargement illégal, et on a réfléchi à des moyens bien différents de pouvoir faire avancer ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a les mêmes freins au niveau des acteurs de la data. Et je pense que c'est important aussi d'aller pousser un Google, d'aller montrer vraiment, de monter au créneau pour vraiment montrer concrètement ce que la data apporte à l'entreprise, aux citoyens et à tout le monde finalement. Et je pense que, j'espère en tout cas, que ça va avancer. Nous, tu me posais la question sur Check My Micro, nous on a lancé une nouvelle version de l'iPhone il y a 3 jours, on va lancer une nouvelle version Android cette semaine et on va faire un communiqué pour que la RATP aille plus loin. On s'est toujours félicité du premier pas en avant et on est ravis. Tu citais la SNCF qui est dans une logique beaucoup plus ouverte, c'est beaucoup mieux. Maintenant, c'est vraiment d'aller accompagner, c'est aussi un petit peu notre rôle, de sensibiliser et d'accompagner des gros acteurs pour les faire avancer, les faire réfléchir pour finalement avoir une utilisation plus intelligente de leurs données.